Salut. Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu ce commentaire sur une vidéo qui concerne ici Porsche AG, donc ticker symbole P911. C'est une vidéo qui date à peu près du 29 du mois de janvier 2024, autant le dire il y a un an aujourd'hui, qui est à peu près la dernière vidéo qu'on a faite sur Porsche, sur cette chaîne. Et la vidéo mentionnait ceci. Il a dit, enfin, le commentaire en question, c'est Monaco Poker qui mentionne que une vidéo qui a bien mal vieilli. Ok. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, les vidéos ici sont parfois... La majeure partie des vidéos sont généralement quantitatives. Donc, je m'attends généralement ici qu'à un instant T que la vidéo vieillisse mal. On va le dire comme ça. Et donc, personnellement, ça ne me dérange pas. Et j'essaie juste de creuser un tout petit peu plus, histoire de voir à peu près, voilà, pourquoi est-ce que la personne mentionne qu'elle a mal vieilli. Peut-être que j'ai dû faire une bêtise dans la vidéo ou ce genre de choses-là. De toute façon, je me réserve toujours le droit de me tromper. Mais bon, n'empêche que ça m'intéresse toujours de savoir à peu près pourquoi est-ce que on met la personne. Ça m'intéressait à peu près de savoir pourquoi est-ce que la personne a mis ce genre de commentaire. J'avais déjà ma petite idée. Très souvent ici, quand quelqu'un dit que la vidéo a mal vieilli, peut-être parce que le prix de l'action est complètement à l'opposé du target qu'on avait ici. OK? Alors, je lui pose quelques questions. On va le prendre comme ça. Voilà, je lui dis, ah oui, et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo qui vous semble incorrect aujourd'hui? Alors, lui, il me répond. Et je cite. Alors, il y a un peu plus d'un an, d'accord? La vidéo date d'il y a un an. Okay, je rappelle que c'est une vidéo quantitative. Il y a un peu plus d'un an, vous affirmiez, ok, vous affirmiez que le prix de l'action Porsche était juste. Pourtant, le cours a chuté de 43%, atteignant ses plus bas historiques. Ok, comme on le dit souvent, le marché a toujours raison. Ces faits remettent en question votre analyse initiale. Je répète. Le target price que j'avais considéré comme juste il y a un an sur Porsche, qui est une compagnie automobile, est 43% moins élevé. Enfin, le prix est 43% moins élevé que le target price en question. Donc, un an plus tard, et il mentionne que vu que le marché a toujours raison, que ces faits remettent en question mon analyse. Je vous rappelle ici que à aucun moment on parle de valeur, on parle de prix. Donc, si tu as mentionné que le target était à 100 et qu'aujourd'hui l'entreprise cote à $50, et sachant que le marché a toujours raison, ces faits-là remettent en question mon analyse initiale. On va revenir sur l'analyse initiale. Moi, je lui pose quelques questions. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore regardé la vidéo, hein, donc je lui demande, alors, merci pour votre réponse. Juste par curiosité, ça fait combien de temps que vous faites du stock picking? Parce que à partir de cette question-ci, j'allais enchaîner avec une autre. Il a peut-être me dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Je lui demandais, est-ce que vous avez déjà lu, par exemple, L'investisseur intelligent? Parce que j'allais lui recommander 2 chapitres. Le chapitre 20, la marge de sécurité, et le chapitre 8, qui est vraiment les investisseurs ici et les fluctuations du marché. Et j'ai toujours dit ici, pour les anciens de cette chaîne, lisez ces 2 chapitres-là avant de regarder une quelconque vidéo sur YouTube. Très important. Encore plus quand vous regardez des vidéos sur la chaîne Top Invest. Donc, on revient sur sa question. Moi, je lui pose la question tranquillement, sans arrière-pensée, parce que mon but est toujours d'aider le maximum. Et la personne me répond, et je ne dirais pas avec arrogance ou condescendance, concentrez-vous sur votre argumentaire. Les questions personnelles n'apportent rien au débat. OK, donc là, on est dans un débat. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vu qu'on est dans un débat, je vais revoir donc mes arguments, les arguments qui étaient initialement dans la vidéo, qui vous ont poussé à répondre, à m'envoyer ce genre de réponse. Alors, je retourne dans la vidéo. Je vous rappelle ici qu'il a dit que dans la vidéo que c'est une vidéo qui a mal vieilli. Je me rends compte qu'en fait, après avoir écouté la vidéo, mais c'est une vidéo, elle est magnifique cette vidéo-là. Parce qu'en réalité, pour ceux qui regardent généralement la chaîne Top Invest, vous savez à quel point je vous mentionne toujours que les chiffres, on peut leur faire raconter tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est quelles sont les hypothèses qu'on prend derrière le target price ici qu'on mentionne en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Tout simplement pour vous aider, vous, à pouvoir, de votre côté, dépendamment de votre jugement, appliquer pas faire parler les chiffres, mais utiliser à peu près, faire une évaluation assez sommaire ici d'une compagnie, dépendamment des hypothèses que vous aurez sur une entreprise. OK? Donc, c'est pour vous montrer que c'est très facile à faire.
Mais je vous ai toujours dit que les chiffres parlent. Et donc, quand je suis rentré, quand j'ai écouté cette vidéo, la première chose que je mentionne au début de la vidéo, c'est une vidéo qui prend 8 minutes. Ok, il peut même la regarder en accéléré. Ça va lui prendre 4 minutes. La première chose qu'on a mentionnée dans cette vidéo-là, c'est que c'est une compagnie qui est nouvellement cotée en bourse. Et je vous rappelle qu'il me parle d'atteignant 43% de ses plus bas historiques. L'entreprise est cotée en bourse depuis 2022. Qu'est-ce que tu m'appelles historique de 2020? Est-ce qu'on n'a pas de 15 ans ou 20 ans ou 30 ans? OK, et là, on parle encore du prix de l'action. Hein? OK, il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK, elle a atteint ses plus bas historiques. So what? Alors, je mentionne ici qu'au début, c'est une entreprise nouvellement cotée. Donc, si on veut avoir tout l'historique, il faut qu'on retourne lire les rapports financiers de Volkswagen, ainsi que, enfin, je ne l'ai pas mentionné, pour Volkswagen, je l'ai mentionné, mais également le document qui a été, on appelle ça, le document qu'on a mis à la disposition des investisseurs ici lors de l'introduction en bourse. OK? Je pense même que c'était même un spin-off, c'était un spin-off littéralement ici. Donc, je l'ai mentionné au début. Premier élément, juste pour vous donner à peu près, pour dire que, OK, je parle de chiffres, mais également je suis là à peu près pour vous aider à mieux apprécier ces chiffres-là. Mais pour mieux apprécier ces chiffres-là, il faut que je vous mentionne que quand une entreprise n'a pas beaucoup d'historique, ça ne veut pas dire que l'historique n'existe pas, mais les agrégateurs comme Koifi ne vont pas beaucoup vous aider. Et donc, je suis allé sur Zone Bourse, un site également que j'aime bien. Et à l'époque où on faisait cette vidéo-là, je vous rappelle bien, nous sommes en janvier 2024. On se remet dans le contexte. Ce sont des entreprises. Nous avons ici une entreprise qui a connu de très bons résultats en 2023. Pourquoi? Sans doute parce que avec la pénurie des semi-conducteurs, les prix de certaines voitures neuves avaient augmenté parce que la demande était élevée alors que l'offre ne suivait pas du tout. Très bien, toutes les compagnies automobiles ont gagné beaucoup d'argent. D'où l'importance ici d'être prudent. Et donc, je me mets d'abord dans le conseil de mentionne ici que bon, on a eu de très bons résultats précédemment ici. Les analystes s'attendent à des bons résultats sur les années à venir, mais n'oubliez pas que c'est une compagnie qui est cyclique. Normalement, on devrait normaliser ces résultats-là. Bon, je ne vais pas revenir sur la normalisation ici, mais en fait, pour faire simple, on ne devrait pas prendre ici pour parole d'évangile les bénéfices actuels ou bien les attentes actuelles, surtout qu'on n'a pas d'historique par rapport à est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ou pas. Et donc, j'ai mentionné ici qu'elle sort d'une très belle période et que maintenant, les attentes du marché de manière générale, inclut peut-être une certaine partie de la bonne période de 2023. Donc, on va extrapoler 2023 en 2024. Et vous pouvez voir ici que dès le début, je mentionne que, mais attention, les analyses sont de moins en moins, excusez-moi, sont de moins en moins optimistes par rapport aux attentes du marché en 2025. Et je rappelle qu'on est encore ici en 2024. Comme vous pouvez le voir ici, on a une baisse des attentes. C'est ce que ça veut dire chez moi. Donc, on est de moins en moins optimiste. Et donc, quand je vais lire les rapports financiers, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont de moins en moins optimistes. Vous avez ils sont très investis à Chine, il y avait des ralentissements, etc. Maintenant, on connaît à peu près ce qui s'est passé. OK? Donc, ici, je vais vous montrer les chiffres de Zone Bourse. Voilà. Les attentes de Zone Bourse en termes de... C'est une entreprise qui a généré 4,9 milliards en 2022. À peu près aux alentours de 5,245 milliards en 2023. Je pense que vu qu'on faisait la vidéo au mois de janvier, elle n'avait pas encore publié ses résultats financiers annuels de 2023. OK? Si on vient à peu près sur Zone Bourse ici à cette période, en 2023, elle a eu combien en termes de résultats nets? Elle a généré à peu près en 2024 aux alentours de 3 milliards 595. OK? Et je vais vérifier avec les free cash flow si les deux vont dans le même sens. OK, donnez-moi juste un instant. Free cash flow. Voilà, on a 2 milliards 223. Donc, revenons ici. Les attentes étaient de 5 milliards. Mais on a plutôt généré en 2024 aux alentours de 3 milliards 600. Ça fait une baisse de combien à peu près quand vous calculez par rapport aux attentes? On n'a pas, disons qu'on s'attendait à peu près à 5 milliards et poussière et qu'on a à peu près généré, donc on prend ici, on va aller très rapidement ici, on prend à peu près 3,6 divisé par 5, ok? Ça donne à peu près aux alentours ici de près de 30% en moins par rapport aux attentes. C'est normal pour moi parce que c'est une compagnie cyclique. C'est pour ça que je n'accorde pas beaucoup. Il faut faire attention quand on fait de la guesstimation. Vous m'avez déjà entendu dire ça ici.
OK? Et donc, dans mon analyse ici, je vous mentionne qu'attention, quand on sort d'une très belle période de résultats comme ça, les analystes ont tendance à être très optimistes. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo en question, on s'attendait à peu près à près de 5 milliards en 2024. OK? 5 milliards à peu près en 2025, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas moins que 5 milliards. Je reviens sur la vidéo, comme vous pouvez le voir à peu près au niveau ici des résultats nets. 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards. Beaucoup d'optimisme. Alors, pour me protéger, je mentionne également une chose. C'est une compagnie qui ne peut pas être comparable à Ferrari. Ça, c'est pour justifier pourquoi est-ce que je prendrais 10 à 15 fois les bénéfices. Elle ne peut pas être comparée à Ferrari, parce que Ferrari, ici, fait exprès de ne pas satisfaire la demande. C'est complètement le contraire de ce que Porsche fait. Donc, on ne peut pas les prendre ici, on ne peut pas les apprécier de la même façon. Donc, j'ai pris 10 fois les bénéfices et 15 fois les bénéfices. En appliquant un tout petit peu de guesstimation, on a pris 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il faut absolument que l'entreprise puisse générer 5 milliards de chiffre d'affaires sur les années à venir en moyenne. OK? À 10 fois les bénéfices, ça c'est 50 milliards divisé par le nombre d'actions, on atteignait à peu près un truc comme près de 50 € par là et poussière. OK? Et j'ai pris le même chiffre de 5 milliards, j'ai appliqué 15 fois les bénéfices et on tombe à combien? À 75 milliards divisé par le nombre d'actions, on tombait à peu près à 80 € et poussière. Donc, on avait une variation entre 50 et 80 €. Et ça dépendait de quoi? D'une génération de bénéfices nets d'au moins 5 milliards. Voilà le raisonnement de départ. Ce qui veut dire que si le bénéfice attendu dans le futur ne se réalise pas, bah, l'analyse ici est remise en question. D'où l'importance ici de faire une mise à jour chaque trimestre. Et quand on se base sur les chiffres, c'est essentiellement pour vérifier si l'entreprise mérite une attention particulière. Après ça, on va creuser. OK? Donc, ici, voilà les éléments quantitatifs que j'ai utilisés pour arriver à ce target-là. OK? Et donc, on avait un range de valeurs entre 50 et 80. 50 à 10 fois les bénéfices, 80 à 15 fois les bénéfices. Je ne prends pas en considération les dettes ici parce qu'elle était moins endettée. Voilà, donc c'est également une bonne chose que j'ai mentionnée ici parce que c'est une entreprise qui, vu qu'elle est cyclique, il ne faut pas qu'elle soit très endettée. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que monsieur a retenu un seul chiffre, le target à 80 $, où j'ai mentionné qu'à ce prix-là, l'entreprise est correctement évaluée. Ce qui sous-entend que si j'achète cette entreprise-là à 80 €, bah, je ne suis pas forcément que de faire une bonne affaire. Je ne suis pas forcément que de faire une mauvaise affaire. Il y a de grandes chances que je récupère ma somme de départ. Mais il faut absolument que l'entreprise génère au-delà de 5 milliards sur les années à venir, dans 2026, 2027, 2028 et poussière. OK? Au minimum. Donc, une fois qu'on a dit cela, on se rend compte que nous avons une compagnie qui est cyclique, qui sort d'une bonne période. On mentionne ici que faites attention aux attentes des analystes parce que ces attentes-là peuvent être très optimistes parce qu'on sort d'une très belle période. Et après coup ici, on se rend compte que bah, c'est exactement ça qui s'est passé parce que si vous faisiez un tout petit peu d'analyse sectorielle, vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises étaient un tout petit peu prudentes dans ce secteur d'activité-là. Vous avez des entreprises comme ALD Automotive, mais maintenant Ayvens qui en a bénéficié ici du fait que les voitures neuves coûtaient de plus en plus cher. Vu que c'est un vendeur de voitures, oui, c'est un loueur de voitures, etc. Mais son vrai business, c'est de vendre les voitures en question. OK? Les voitures d'occasion. Bref, on va dire ici que le décor était planté. J'ai mis tous les éléments nécessaires. Quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, en fait, ça lui permet de mieux analyser les compagnies à venir. Pourquoi est-ce que Thierry est tombé à 50 €? Parce qu'il a pris ça comme argument. Il a également mentionné que les arguments en question pourraient changer parce que ça reste un business qui est cyclique. Et donc, quand on dit cyclique, on vend de l'automobile, ça dépend de quoi? Des taux d'intérêt. OK? Premièrement. Et également comment on appelle ça? Du dynamisme même au niveau de la demande. Donc, il faut également que le marché du travail soit correct, etc. Or, Porsche, vous allez voir qu'il y avait un certain ralentissement en Chine pour les raisons que vous connaissez, Covid, etc. Bref, on ne va pas revenir dessus. Mais en fait, de quoi on m'accuse alors dans cette vidéo, puisqu'on me dit que la vidéo a mal vieilli? Or, nous sommes 1 an plus tard. Nous ne sommes pas 10, 20, 30 ans plus tard. OK? Et encore, je vous ai toujours dit qu'on doit faire quoi? Une mise à jour chaque 3 mois. Oui ou non? Voilà. Donc, je reviens donc sur son commentaire. Et il me mentionne ici que, comme on le dit souvent, le marché a toujours raison. Et ça m'a fait sourire parce que cet élément-ci,
Vous savez ce que ça veut dire le marché a toujours raison? Le marché a toujours raison sous-entend ici que le prix qu'on paye à l'instant T est le prix, et le prix du consensus entre les vendeurs et les acheteurs. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la valeur d'une action. Si on regarde maintenant du Porsche, vous pensez que Porsche ne va plus jamais générer 5 milliards de bénéfices nets dans le futur? Auquel cas, bien sûr que ça vaut bien moins que ça ici aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, il faut prendre l'historique de Porsche de manière générale. Vous allez prendre le volume de voitures, le volume général, le volume de voitures sur les 10 dernières années, l'évolution, ainsi que le prix moyen par véhicule. Vous allez vous rendre compte que le prix moyen par véhicule a sans doute augmenté sur les dernières années. Donc, il y a de fortes chances que Porsche continue à vendre des voitures. Il y a des voitures, c'est une marque iconique. OK? Mais on ne va pas payer des multiples de valorisation très élevés. Donc, on s'attend à ce genre de variation-là à court terme. Et tout le secteur automobile souffre ça. On va compter les tarifs, etc. Comment est-ce que moi, je vais prévoir les tarifs en 2024? OK? Ou bien c'est l'impact des tarifs sur les années à venir. Et encore même que Porsche a même un pricing power de manière générale. Bref. Selon les arguments qu'ils me proposent ici aujourd'hui, je me rends compte qu'on parle plus de la variation du prix plutôt que la valeur intrinsèque même de la compagnie, qui, elle, peut changer, mais elle fluctue moins rapidement que le prix d'une action. Donc, le fait que tu mentionnes qu'une entreprise a fait moins 50%, ce n'est pas une information pertinente. Ça, c'est uniquement l'art de se poser les mauvaises questions. OK? En stock picking, il faut se poser les bonnes questions. Et quand je fais ces vidéos-ci, c'est pour vous montrer, par rapport aux vidéos quantitatives, quels sont les éléments que j'ai utilisés pour tomber sur le price target. Mais je ne vais pas aller acheter la compagnie directement demain. Et derrière ça, la marge de sécurité, on en parle. Retournez sur mes premières vidéos. Vous allez vous rendre compte que je donnais 3 target price. Pessimiste, de base et optimiste. Il faut toujours avoir 3 hypothèses d'investissement. OK? Si l'entreprise vend 1 million de voitures à 1 million par véhicule ici, voilà ce que j'aurai. Avec des marges bénéficiaires de 50%, tac, 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 voici ce que ça donne. Et donc, 20 fois les bénéfices, machin, voilà à peu près mon plafond de verre. Voici mon hypothèse la plus basse ici, à 10 fois les bénéfices, avec peut-être 5 milliards de chiffres de bénéfices nets, etc. Bref, vous devez avoir 3 target price. Et maintenant, 3 hypothèses en termes de prix. Maintenant, par rapport à ça, vous devez vous garder une certaine marge de sécurité. Tu penses vraiment que parce que le jour où j'ai fait cette vidéo, l'entreprise cotait peut-être à $78, même si elle est correctement évaluée, tu penses réellement qu'elle est correctement évaluée par rapport à ce que moi je pense à l'instant T de cette compagnie-là. OK? Et ça aurait même pu évoluer dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut généralement prendre des entités qui sont assez prévisibles en termes de génération de flux de trésorerie. OK? Donc, tu penses réellement que ce type d'entreprise-là, OK, qui est à peu près dans un secteur cyclique, tu penses vraiment que ce genre d'entreprise, on va avoir tendance à payer des multiples valorisations très élevées? Est-ce qu'on va avoir tendance à mettre une grosse partie de son portefeuille dessus? Bien sûr que non. Et on ne va pas investir ces compagnies sans marge de sécurité. Comment voulez-vous que je continue à parler de la marge de sécurité? Si ça doit être basique, c'est normal. OK, j'ai près de 1500 vidéos et comme d'habitude, il y a souvent des gens qui ont tendance à prêter attention aux éléments les moins intéressants. Le target price, on s'en fout littéralement ici. OK? Le plus important, c'est le raisonnement derrière ce target price. Et je peux réellement me tromper ce raisonnement parce qu'il est purement quantitatif. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai même arrêté de faire majoritairement ce genre de vidéos-là parce que je préfère lire mes rapports financiers, écouter les conférences calls, ça me donne un meilleur avis sur la compagnie en date d'aujourd'hui. Et donc, quand on prend même pour revenir à cette vidéo-là, même si l'entreprise cote à 4, je me rends compte que, enfin, selon les informations que j'ai en date d'aujourd'hui, ça pourrait valoir à peu près $80 l'action, 80 € l'action. Tu penses que je vais l'acheter à 80 €? Bien sûr que non. Marge de sécurité pour me protéger contre ma propre ignorance, mes propres erreurs. OK? Et donc, j'applique toujours une marge de sécurité de 50%, donc j'aurais peut-être acheté aux alentours d'une $50 par là. OK? C'est tout. Et donc, on revient ici à la base, chapitre 8 et chapitre 20 de l'investisseur intelligent. C'est la prescription. OK? Quand je dis prescription, c'est-à-dire que si j'étais un médecin, c'est ce que je t'aurais demandé de lire et relire encore et encore. D'accord? Et quand quelqu'un veut t'aider, la moindre des choses, c'est au moins d'écouter. Je ne te parle pas quand je te pose la question ici concernant depuis combien de temps tu fais du stock picking. C'est histoire de voir ici, est-ce que tu as déjà eu à lire tel ou tel livre ici? Juste peut-être que tu as manqué ce concept-là. Je te le rappelle encore une fois aujourd'hui. OK? À toi de voir si tu vas aller le lire ou pas du tout. De toute façon, je sais que maintenant, vous prenez tout, vous mettez ChatGPT, fais-moi un résumé. Non.
allez lire ligne par ligne. Vous allez plus apprendre. D'accord? Parce que de toutes les façons, de manière générale, si vous n'aimez pas lire, ça ne sert à rien de faire du stock picking. Donc, la façon dont tu me parles à la fin, concentrez-vous, suivez vos argumentaires, machin, truc, alors que tu n'as même pas prêté attention aux arguments que j'ai mentionnés dans la vidéo. Je ne t'ai pas mentionné que c'est une compagnie cyclique. Ne t'ai-je pas mentionné ici qu'il faut faire attention aux prévisions à venir? N'ai-je pas pris ici deux ranges en termes de valeur? C'est une intervalle. La valeur d'une entreprise n'est pas un chiffre fixe, c'est un chiffre également qui fluctue dans le temps, dépendamment des hypothèses que tu vas prendre. Si on faisait cette vidéo ici 6 mois plus tôt, tu penses qu'on aurait eu le même target price? Il aurait oscillé entre 50 et 60 dollars par là. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis ici qu'il faut faire la revalorisation de vos différents entreprises en portefeuille chaque trimestre après la publication des résultats? Tu penses que c'est pour rien? Quand on investit à long terme, le prix est là pour nous servir. Quand on parle ici du fait que le marché a toujours raison, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ça n'a aucun lien avec la valeur d'une entreprise. Alors là, oublie ça très rapidement. Le marché peut être soit optimiste sur une entité et toi, ton rôle en tant qu'investisseur à long terme, ok? Amateur de stock picking, qui veut investir avec conviction, c'est de savoir à peu près quels sont les éléments qui poussent le marché à être optimiste. Quels sont les éléments qui poussent le marché à être pessimiste? Est-ce que ces éléments sont durables ou temporaires? Si le marché est optimiste, que c'est de manière temporaire, comme c'était le cas avec le fait que les prix aient augmenté par rapport à la pandémie, etc., tu agis en conséquence. Tu vas te dire, je vais attendre un tout petit peu. Ou bien, je vais mettre une petite partie ici, mais je n'ai pas trop confiance par rapport à ces attentes. Je trouve ça toujours optimiste. Bref, tu t'ajustes en conséquence. Il y a une chose que vous ne pouvez pas répliquer. Il y a une seule chose, le jugement. Le jugement, cette partie-là, ça ne s'apprend pas, ça se pratique. Ça se pratique. OK? Donc, cette vidéo, c'est une bonne vidéo. Ne prenez pas le target, mais encore, même quand on regarde le target, on ne sera même pas très loin. Là, en date d'aujourd'hui, c'est sous-entend que Porsche ne va plus jamais rapporter plus que 3 milliards, qui est le prix, qui représente à peu près les attentes en date d'aujourd'hui. OK? Bref, je veux dire, restez courtois au moins quand vous posez des questions. Un bonjour, un bonsoir, c'est toujours une bonne chose ici. Une vidéo qui vieillit mal, c'est pas plus grave que ça. C'est l'argumentaire derrière ici. C'est sur ça qu'il faut généralement m'attaquer. Je me réserve généralement ici le droit de me tromper. Et je me tromperai encore une fois. Mais sur le cas d'espèce par rapport à cette vidéo, je pense que j'ai donné de bonnes informations. Admettons que tu n'y connais rien par rapport à cette compagnie et que tu aimerais savoir à peu près quels sont les éléments que j'utilise pour la valoriser. Est-ce que le fait que je te mentionne comprenant que 10 et 15 fois les bénéfices, c'est pas intéressant? Est-ce que le fait que je te mentionne ici qu'il ne faut pas la comparer à Ferrari, c'est peut-être pas intéressant pour toi? Ça pourrait être un argument, ça pourrait être un élément ici à creuser. Pourquoi est-ce qu'il le mentionne? Est-ce que le fait que je te mentionne ici que ça reste une compagnie cyclique et donc on sort à peu près d'une belle période, il faut faire attention aux chiffres à venir par rapport aux estimations, ou bien également le fait que je te mentionne ici que c'est une entreprise sur laquelle il faut normaliser les résultats, ça n'est pas important, ce n'est pas une information importante. Et en supplément de ça, j'ai présenté des analyses sectorielles sur cette industrie. Bref, enfin, ce qui me fait encore plus mal, c'est que je remarque que tu as la photo de Bernard Arnault sur ton profil littéralement. Tu penses que Bernard Arnault regarde le prix ou la valeur? Il fait la différence entre le prix et la valeur. Si tu ne connais pas la différence entre le prix et la valeur, va lire le chapitre 8 de l'investisseur intelligent. OK? Et combine-le avec le chapitre 20. Et reviens commenter les vidéos sur Top Invest. J'espère que la prochaine fois, tu resteras également courtois. Bref, prochainement, quand vous regardez à peu près un target price, ce n'est pas important de regarder, c'est pas le target qui est intéressant, parce que vous devez avoir vous-même vos propres hypothèses derrière. Comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? Quand un analyste dit ici, les analystes attendent à peu près à un prix aux alentours de 150 $ d'ici le décembre 2025. Qu'est-ce qu'ils en savent? Beaucoup de choses peuvent changer. Le plus important, c'est de savoir quels sont les éléments qui sont inclus à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont pris 20 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices, 50 fois les bénéfices? Et quand on parle de bénéfices, lesquels? Et sur ces bénéfices-là, quelles sont les attentes? Et si tu regardes ici les attentes de 2025, c'est sous-entendu ici, c'est sous condition que le marché reste à peu près au même niveau, donc que les volumes restent
constant, que le prix des véhicules reste constant et que la demande ne fluctue pas énormément. Or, on ne peut pas faire confiance à ce secteur d'activité à ce niveau-là. Ça n'existe pas du tout. C'est un business qui est cyclique. C'est pour ça qu'on normalise les résultats. OK? Bref, c'était le coup de gueule de la journée. OK? Donc, je n'avais pas pour ambition de faire cette vidéo-là, mais la façon dont la personne parle ici, littéralement, c'est comme si je travaillais pour toi. Je ne te dois rien du tout. Excuse-moi. OK? Je fais de mon mieux ici pour essayer de t'aider. Et tu me réponds de cette façon-là. Et encore que j'investis même mon temps, la chance que tu as eue, c'est que j'aime ça. Lire les rapports financiers, ça m'intéresse généralement ici de voir. J'aime aider les gens, c'est comme ça que je suis. OK? Le chapitre 8, le chapitre 20, l'investisseur intelligent, ces deux chapitres-là vont grandement t'aider. Si tu veux vraiment faire du stock picking sérieusement, je dis bien sérieusement, arrête de regarder les entreprises par rapport au prix. Donc, tu me dirais également qu'aujourd'hui, Meta, le marché a toujours raison par rapport au prix de Meta, par rapport au prix d'Amazon, par rapport au prix d'Alphabet. Au lieu de t'attarder sur les éléments qui sont inclus dans cette variation de prix-là, peut-être les craintes liées à l'IA, et essayer de déconstruire ce raisonnement-là. C'est comme ça qu'on fait une analyse fondamentale. Si vous voulez continuer à faire une analyse fondamentale comme les gens qui vont juste regarder des chiffres ici, non, ça ne marche pas. En tout cas, sur cette chaîne, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, prochainement, avant de prendre la parole, lis ces deux chapitres-là et pose-moi des questions sur les éléments que j'ai utilisés pour arriver à la réponse. S'ils sont plus véridiques en date d'aujourd'hui, soit on les ajuste en conséquence. Encore une fois, c'est vérifier que ce secteur-là, il est cyclique. C'est tout. Et donc, il faudrait donc faire attention. Ou bien, voilà, c'est le meilleur moyen, enfin, je te dirais que le meilleur moment de s'y intéresser, c'est quand tout va mal. Quand tout va mal dans ce secteur d'activité, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder ces entreprises. Maintenant, est-ce que c'est un risque que tu acceptes d'assumer? À toi de voir. Personnellement, je ne sais pas, le secteur automobile, de manière générale, c'est un secteur... Les fabricants automobiles ne m'intéressent pas beaucoup, mis à part Ferrari. Et dans l'automobile, les vendeurs de pièces détachées m'intéressent énormément. Tu as des entreprises comme AutoZone. Très belle entreprise. OK? Qui sera peut-être moins impactée que les tarifs, par rapport aux tarifs. Tu as une entreprise comme CarMax qui est leader dans son secteur d'activité, qui a même fait moins de 17% dernièrement ici, parce qu'ils ont un bras financier. Et quand on parle ici d'augmentation des taux d'intérêt, ça met une pression supplémentaire aux gens à qui on prête de l'argent pour acheter des voitures. OK? Mais généralement, à long terme, c'est une entreprise qui va avoir tendance à prendre des parts de marché. Elle est leader de très loin avec elle n'a que 3,7% de parts de marché. Donc en achetant cette compagnie ici aujourd'hui, je sais pertinemment qu'elle va souffrir à court terme. Le fait qu'on impose des tarifs ici sera bénéfique, ça peut être bénéfique pour ce genre d'entreprise, justement, parce que les gens vont peut-être favoriser des voitures d'occasion plutôt que des voitures neuves, parce que les voitures d'occasion vont sensiblement coûter moins cher. Et ça peut même être bénéfique parce qu'à court terme même, ça pourrait être un élément ici favorable pour cette industrie. Bref, quand on veut faire du stock picking, il faut un minimum utiliser son cerveau. OK? C'est important. Le jugement, il est nécessaire si vous voulez investir avec conviction. Et n'ayez pas honte de vous tromper. Mais quand vous regardez les informations, quand vous essayez de vous poser les bonnes... Quand vous questionnez à peu près une vidéo, posez-vous les bonnes questions. Et regardez le prix de l'action, ce n'est pas la bonne question. La variation de moins 40% plus bas historique, ça pourrait même être le all-time high. Ça ne change rien du tout. Et puis d'ailleurs, j'ai un ensemble de vidéos qui arrivent justement par rapport à ces différents éléments-là. Les gens qui regardent leur prix d'achat ici, au lieu de juger la valeur, les gens qui regardent, qui s'intéressent sur le all-time high, ils se disent « Oh, c'est peut-être cher aujourd'hui, elle a atteint ses plus hauts », sans poser des questions par rapport à la valeur de la compagnie. OK? Bref, il y a 4 éléments liés au prix ici. On va en parler sur les jours à venir. Heureusement que tu le mentionnes. Encore une fois, c'est encore plus important en date d'aujourd'hui parce que tu n'es pas la seule personne à penser comme ça. En tout cas, sur cette chaîne, pensez en termes de valeur, pas en termes de prix. Et dans valeur, c'est important de mentionner toutes les hypothèses que vous prenez pour arriver à cette valeur-là, tout en mentionnant ici que cette valeur-là peut fluctuer. Donc, tu peux voir ici que dès le départ, je te pose la question, on demande ici un certain historique et normaliser cet historique-là. Or, on a fait notre analyse ici en prenant en considération les attentes des analystes. On sait très bien que ces attentes sont de moins en moins optimistes. Donc, on est en train de qu'estimer. Ah, tu connais
le terme d'estimation, tu es peut-être étranger à ce chiffre-là, à ce terme-là, mais pour les anciens de cette chaîne, ceux qui sont là depuis le début, vous savez que c'est un terme que j'utilisais vraiment au début. Estimer, c'est simple. Prendre ici les attentes des analystes et baser essentiellement son raisonnement dessus. C'est de la guesstimation. Si nous-mêmes également, on n'essaye pas on ne recherche pas les informations qui sont derrière ces attentes-là. Le fait que les analystes s'attendent à 1 milliard l'année prochaine, c'est bien, ça veut uniquement dire qu'ils sont optimistes. Mais moi, mon rôle en tant qu'analyste également, c'est de vérifier d'où provient cet optimisme-là. Si cet optimisme-là est legit. Bref, c'est une vidéo qui devait faire 8 minutes ici, mais voilà, c'est ce que je pense en date d'aujourd'hui. Donc, j'espère que tu liras le chapitre 8 et le chapitre 20 de l'investisseur intelligent et que prochainement, quand tu poseras les bonnes questions, et prochainement, tu essaieras de poser les bonnes questions. Merci. Au revoir.